Bonsoir. En cette semaine de la nouvelle année, nous avons choisi de vous restituer le climat de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et par un biais extrêmement particulier, c'est celui de la radio, Patrick. Oui, alors on connaissait l'armée des ombres, et ce soir on va raconter l'armée des ondes, le combat entre les radios de la liberté, les radios alliées, et les radios de la collaboration pendant la dernière guerre. Et on va se poser la question, finalement en période de guerre, les mots sont-ils aussi importants que les armes, et les micros que les canons? Oui, ça c'est une citation de Mein Kampf, d'Hitler. Mais alors, pour une fois, à la télévision, nous allons entendre des sons. Oui, ce soir nous allons donc entendre les émissions que les Français entendaient sur leur poste, aussi bien les émissions qui venaient de Londres, de l'autre côté de la Manche, que les émissions de Radio Paris, qui étaient sous contrôle allemand, ou de Radio Vichy. Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Oui, puis nous allons voir aussi, grâce à un film inédit, les visages de ceux qui parlaient à Londres aux Français. Ici, Londres, les Français parlent aux Français, et là, on va voir Maurice Schumann et les autres parler aux Français. Et puis, les téléspectateurs connaissent bien maintenant le principe de cette émission. Chaque semaine, un historien nous accompagne et, sans mauvais jeu de mots, décode pour nous les images. Et là, il s'agit de Jean-Noël Jeannet. Voilà, alors c'est un spécialiste à un triple titre. Il a été ministre de la Communication, il a été le PDG de Radio France, mais surtout et avant tout pour nous, c'est un historien de la radio, un historien des médias, et c'est grâce à lui que nous avons préparé cette émission. Jean-Noël Jeannet, bonsoir. Bonsoir. Cette immense radio qu'on vient de voir a été érigée sur la place de la Concorde pour le 50e anniversaire de l'appel du 18 juin. Et je crois qu'à cette occasion, on a vraiment vu à quel point la radio tenait une grande importance dans la mémoire collective des Français. Ah oui, c'était une initiative remarquable, qui a été très remarquée. J'ai été frappé, comme beaucoup, de voir à quel point tous les gens de la génération qui avaient vécu la guerre ont été sensibles à ce qui avait été fait ce jour-là. Et je crois que c'est parce que ça évoquait dans leurs souvenirs quelque chose de fort. Interrogez-les sur la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Très souvent, ils se référeront aux souvenirs de ce qui leur est arrivé par les ondes. Et cela, je crois, mérite d'être dit, rappelé, et il va donner du tonus à notre sujet. Voilà, on voit bien que donc, la radio est au cœur de la guerre, au cœur du sujet, et on va remonter tout de suite dans les années 30 pour voir comment très vite, par les hitlériens, la radio est utilisée dans la propagande. Avec les années 30, la radio s'installe comme un média de masse. Consécration suprême, Marconi, l'inventeur de la radio, reçoit la bénédiction papale. À côté des radios d'État, les radios privées se développent. Sur les ondes de Radio Cité, c'est le triomphe des radios crochets. Je crois devoir vous donner un conseil. Il faut prendre des leçons de diction. Berlin, l'exposition de la radiophonie allemande, inaugurée par les ministres Göring et Goebbels, fut l'objet de toute la sollicitude du gouvernement national-socialiste. Les nazis ont compris tout le parti qu'ils peuvent tirer de la radio. Goebbels lance la fabrication des postes à bon marché, surnommés les museaux d'Hitler. Sie stehen heute hinter uns und sehen auf unser Werk und unser Wirken. Zu suchen und ihre Kraft zu finden. Es mag gut sein, Macht zu besitzen, die auf Gewehren ruht. Besser aber und beglückender ist es, das Herz eines Volkes zu gewinnen und es auch zu behalten. Goebbels n'hésite pas à affirmer que grâce à la radio, le régime a supprimé tout esprit de révolte. Auf unserem eigenen Territorium, auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Le 25 juillet 1934, les nazis lancent un coup de force sur Vienne. Ils assassinent le chancelier autrichien Dollfuss, qui s'oppose à eux, et investissent pendant quelques heures la radio. Le coup d'État échoue, mais ce n'est que partie remise. En septembre 1938, la Wehrmacht entre en Autriche. Vienne est coupée du monde. Un reporter de Radio Cité réussit pourtant à téléphoner. Il est entré dans un bistrot. Il y avait une cabine téléphonique au fond. Il a dit « Voulez-vous me passer Paris, tel numéro ?» On lui a dit « Bien, monsieur ». Il a attendu 5 minutes et il a eu Paris. Et il a eu le studio de Radio Cité. Et à ce moment-là, il nous a dit « Je suis dans Vienne, je suis dans un café. Les Allemands vont entrer d'une minute à l'autre. Oh, attendez », dit-il. Et puis, on a attendu une minute. Il a pris le fil, il nous l'a raconté après ça. Il a tiré sur le fil le plus possible.
il a gardé le récepteur et il nous a dit, écoutez, écoutez le bruit des pas, les Allemands en ce moment entrent dans Vienne. Puis ça a été coupé. Bien, nous étions peut-être 5 dans la cabine. On a senti que quelque chose se passait dans le monde. Nous étions 5 hommes à pleurer d'émotion. C'était fantastique parce qu'on s'est dit, ben voilà, ça commence comme ça. Jean-Noël Jeannet, est-ce que l'encadrement des esprits par la radio nazie a été aussi efficace que ne le dit Goebbels dans le film qu'on vient de voir? Elle était moins efficace. Il faut bien voir que c'était l'intérêt de Goebbels de dire à son maître, Hitler, que c'était essentiel. Il est vrai aussi que dans toute l'Europe, on a eu tendance à surestimer l'efficacité de ce qui était un nouvel instrument. Après tout, la radio n'a joué qu'un rôle tout à fait secondaire pendant la Première Guerre mondiale, un rôle militaire. C'est dans les années 30 vraiment qu'elle prend toute sa place. Et tout beau, tout neuf, de telle sorte qu'on a tendance à penser qu'on va réussir vraiment à modeler les esprits et que ce sera l'arme absolue. Songez que Technique d'un coup d'État, le livre de Malaparte, qui est de 1931, est le premier à expliquer que pour un apprenti dictateur, l'essentiel c'est d'aller se porter dans une ville à la station de radio et que qui est le maître de la radio est le maître des esprits et des cœurs. Et j'ajouterais qu'il y a une illusion d'immédiateté qui est très frappante dans le petit film que nous venons de voir à propos de l'entrée dans Vienne. L'homme dit, vous êtes là, donc c'est vrai, c'est l'illusion. Nous savons bien que maintenant, la vérité, c'est plus compliqué. Mais comme nous pouvons parler vrai, parce que nous pouvons parler immédiat, nous pourrons être plus efficaces qu'avec l'ensemble des écrits qui, traditionnellement, jusque-là, servaient la propagande. Les nazis avaient bien lu Malaparte, puisque finalement, quand ils veulent faire le coup contre Dollfuss, tout de suite, ils se précipitent. Le premier objectif, c'est sur la radio. C'est la première grande guerre des ondes, effectivement, entre l'Allemagne et l'Autriche. Dans les années qui ont précédé l'Anschluss, le rattachement par la force de l'Autriche à l'Allemagne, il y a eu une sorte de dialogue, d'injures, de grande violence dans les propos de la propagande entre d'un côté Berlin et de l'autre Vienne. Et il y a eu d'autres cas dans les années 30, d'autres guerres où la radio prend cette importance. Elle est importante dans la guerre d'Espagne en particulier. Elle est très importante dans la guerre entre le Japon et la Chine. Les Japon s'en servent beaucoup. Il faut voir que naturellement, dans les pays totalitaires, dès ce moment-là, il apparaît que la radio est plus efficace que dans les pays où la presse est libre, où par conséquent les citoyens peuvent se former librement leur esprit. Et puis, il y a ceci de remarquable aux yeux des dictateurs, des régimes totalitaires, c'est que la presse écrite, on a de la peine à l'empêcher de passer les frontières. Mais on y arrive. On peut saisir des ballots. Tandis que les ondes, ça franchit tous les postes de douane. Et par conséquent, on a l'impression, là aussi, d'une efficacité inédite. Goebbels faisait construire des postes de radio qui ne permettaient pas d'écouter les radios étrangères. Oui, on a essayé d'inventer ça du côté des radios commerciales dans les années 70. C'était pour un motif beaucoup plus spécifique, en effet. Voilà. Et puis alors, symbole des symboles, la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Guerre de 39-45, commence par une histoire de radio. Oui, c'est un épisode très symbolique, très représentatif et qui est assez largement oublié. Il faut savoir que le 31 août 1939, c'est-à-dire la veille du jour où les nazis ont envahi la Pologne, les services de propagande d'Hitler ont envoyé un commando de SS, déguisé en polonais, pour envahir une station de radio allemande proche de la Pologne, en Haute-Silésie, à Gleiwitz, pour faire croire que les méchants polonais allaient venir s'emparer de cette radio. Et ils ont laissé même le cadavre d'un malheureux habillé en soldat polonais sur les marches de cette radio. De telle sorte que Goebbels, Hitler, Heydrich ont pu dire « Regardez, nous ne faisons que riposter ». C'est une des provocations les plus frappantes dans les mains du nazisme et je crois que ça méritait d'être rappelé. Voilà. Et le lendemain, la guerre, enfin quelques jours plus tard, la guerre est déclarée, la guerre commence. Le lendemain, l'Allemagne envahit la Pologne. Et la guerre est déclarée et la guerre commence, on va le voir. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau, il a, comme dirait ma sœur, la folie des grandeurs. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau, il se prend pour Attila, bien sûr qu'il en crée. Septembre 39, la guerre. L'écrivain Jean Giraudoux est nommé commissaire général à l'information. L'Allemagne a devant elle non plus une paix dont elle est la maîtresse, mais une guerre dont la commande semble lui échapper. Alors que la moindre parole du président Daladier ou de M. Chamberlain trouve une résonance et une signification, la parole de Hitler semble maintenant à ses concitoyens décevante, à ses ennemis vide de sens. Sur les ondes, le style de ces discours est aussi alambiqué que l'analyse est fumeuse. Quant au programme formé de musique classique et de pièces de théâtre, il ne soulève pas l'enthousiasme chez les soldats. Sur la ligne Maginot, on préfère Chevalier à Racine.
On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville. Les nazis, avec une onde d'avance, produisent dès l'automne 1939, à partir de l'émetteur de Stuttgart, des émissions en langue française. Un journaliste d'extrême droite, Paul Ferdinand, adorateur d'Hitler, s'illustre par sa propagande pro-allemande. Par les soldats anglais de mourir pour leur roi et leur pays, soit remplacé par celui de mourir pour la France, ceux dont les Français se montreront très tristés, bien qu'un peu éberlués. On ne sait encore si les Français prêteront à leur tour le serment de mourir pour l'Angleterre. Faut pas Francine, écouter les racontards du salopard de Stuttgart. Faut pas Francine, te laisser embobiner par ces bobards. La presse prête à Paul Ferdinand une influence considérable qui alimente le mythe de la 5e colonne, celle des traîtres infiltrés, ce qui provoque un climat de suspicion généralisé. Mesdames, Messieurs, vous allez entendre M. Paul Reynaud, président du Conseil. L'objectif est resté le même, vaincre l'ennemi. L'heure que nous vivons est décisive. Damit ist die Stunde nun für euch gekommen. Der heute beginnende Kampf entscheidet das Schicksal der deutschen Nation für die nächsten 1000 Jahre. Le 10 mai, la guerre cesse d'être drôle. Au fur et à mesure de son offensive, la Wehrmacht utilise les émetteurs capturés, comme celui de Lille, qui diffusent en français la liste des prisonniers. Leurs familles entendent en même temps les communiqués de victoire allemands qui, en pleine débâcle, ajoutent au désarroi. 7 millions de Français sont sur les routes. La radio est le seul moyen d'information où alternent paroles de réconfort ou rodomontades. Il y a quelques jours, je visitais dans nos hôpitaux des blessés et malades français revenus de Dunkerque. Tous me répondaient presque gaiement par une courte phrase « Ça va, je crois de tout cœur qu'après les mauvais jours, un temps viendra où nos deux peuples pourront eux aussi se dire l'un à l'autre, maintenant, ça va. » La situation est grave, elle n'est nullement désespérée. Voici les décisions que je viens de prendre. Le vainqueur de Verdun, le maréchal Pétain, qui est désormais à mes côtés comme ministre d'État, me tend toute sa sagesse et toute sa force au service du pays. Il y restera jusqu'à la victoire. J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. Le gouvernement a désigné hier les plénipotentiaires chargés de recueillir leurs conditions. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. Une des clauses de l'armistice prévoit qu'aucune radio de langue française n'émettra plus jusqu'à nouvel ordre. Radio Cité se saborde pour que ces installations ne tombent aux mains de l'occupant entré dans Paris. Le 18 juin, un général de brigade à peu près inconnu lance sur les ondes de la BBC un appel qui ne sera pas enregistré. Quelques jours plus tard, le général de Gaulle réitère son appel à la résistance. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. De Londres, sur les ondes de la BBC, viendront désormais les paroles de liberté. That Britain would fight on alone, whatever they did. Their generals told their prime minister and his divided cabinet
In 3 weeks, England will have her neck wrung like a chicken. Some chicken. Some neck. Jean-Noël Jeannet, pendant la drôle de guerre, la presse de l'époque a attribué une importance considérable à ce Paul Ferdonnet, ce journaliste qui était d'extrême droite et qui parlait, ou qui ne parlait pas d'ailleurs, au micro de Radio Stuttgart. Alors est-ce que ça n'a pas été un des grands mythes de cette drôle de guerre? Si, c'est un mythe, mais un mythe révélateur, effectivement. Il semble bien, les travaux de l'excellent historien qui est Jean-Louis Crémieux-Briac l'ont très bien montré, pour la première fois, que Ferdonnet est un peu une création du deuxième bureau. En fait, c'est un personnage tout à fait inconsistant et qui semble en fait n'avoir jamais parlé de la radio de Stuttgart. L'idée était d'émouvoir les Français. Qui l'a inventé, alors? Le deuxième bureau français, avec l'idée de mettre en garde les Français et les Françaises contre les effets néfastes de la propagande. Ça s'est retourné contre les auteurs de cette idée, bizarre, car du coup, l'opinion a eu tendance à en faire un personnage maléfique, d'une influence extraordinaire, et on a même créé l'expression ferdoniser, je crois que c'est le canard enchaîné. Oui. Donc, au-delà de cet épisode, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en temps de guerre, la radio a toujours avec la rumeur des relations tout à fait particulières. Elle s'y prête très bien. Au fond, on l'écrit, on peut relire. La radio, ça passe. On dit qu'on a entendu quelqu'un qui a dit que. Et donc, dans ce genre de guerre qui est toujours extrêmement favorable au développement des rumeurs, des bruits, des canards, la radio, en fait, sert à cela, s'en nourrit, et sa puissance supposée est elle-même grandie par le souffle de cette rumeur même. C'est une sorte de dialectique très curieuse. Alors il y a un autre fait qui est peu connu, je crois, c'est quand l'armée allemande attaque, c'est l'utilisation par la Wehrmacht des émetteurs qu'elle récupère et la propagande qu'elle fait en français vis-à-vis de la population française. On a l'impression à un moment que les Français entendent les nouvelles par les Allemands. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a été efficace? C'est vrai que Goebbels a systématiquement utilisé les grands émetteurs des régions qu'il avait conquises, Hilversum, Bruxelles, Lille, etc., Luxembourg. Mais pendant la période... Et les Français, on n'a pas de sondage, donc c'est difficile de savoir. Mais il semble bien que tant que la guerre était en cours, c'est-à-dire avant l'armistice, les effets de cette propagande ont été relativement limités. Elle avait un double but. Il s'agissait d'abord de démoraliser à l'arrière des lignes. Il s'agissait ensuite de préparer les esprits en France à une capitulation ultérieure. Il ne semble pas que c'est joué un rôle essentiel. Dans le magma des bruits et des rumeurs. En revanche, ce qui a compté beaucoup, bien sûr, pendant l'Exode, c'est l'utilisation par les gouvernants français de la radio. Parce que alors là, c'est le seul moyen d'information. Oui, il n'y a plus accès. C'est l'événement bouleversant, il n'y a plus accès pratiquement à la presse écrite. Ou alors des journaux locaux qui sont eux-mêmes plus ou moins désorganisés. Donc, 2 fois par jour, à midi et le soir, les Français et les Françaises qui sont jetés sur les routes de l'Exode cherchent un poste de radio pour se tenir au courant. Dans tous les récits de l'Exode, vous êtes frappés par l'importance de ces 2 rendez-vous. Et c'est là qu'on entend Paul Reynaud, c'est là qu'on entend effectivement... On peut vraiment dire qu'à ce moment-là, des millions de Français, la France entière, vit au rythme de la radio, des émissions, des informations. On peut en effet le dire, et je crois que d'ailleurs, quand vous interrogez les contemporains, il est clair que dans leur mémoire, cette période est attachée à des souvenirs. Chacun se rappelle... Ceux qui ont écouté le 18 juin, par exemple, l'appel du général de Gaulle, moins nombreux qu'on a dit ensuite, se rappellent je vous devance, se rappellent presque toujours le décor où ils l'ont entendu, les circonstances où ils l'ont entendu. De même pour le discours de Pétain du 17 juin, vous savez, je vous dis le cœur serré, c'est le cœur serré que je vous dis qu'il faut cesser le combat. Ce discours, quelle influence il a eu? Alors, considérable, bien sûr, d'autant plus que Pétain n'avait pas dit il faut tenter de cesser le combat. Il faut cesser le combat, ce qui a évidemment démoralisé les troupes françaises qui, de façon encore sporadique, se battaient souvent très vaillamment. Il faut cesser le combat. On a essayé de corriger... Les mots étaient plus forts que on a essayé de corriger armes, ensuite en rajoutant il faut tenter de cesser le combat, mais le mal était fait. Et d'une certaine façon, c'est là que bascule la guerre. Et dans ce dialogue du 17 juin, il faut cesser le combat, et du 18 juin... Il faut le continuer. Il faut le continuer. Toute la guerre qui commence se trouve magnifiquement ramassée. Oui, mais quand même, on peut dire qu'il y a des millions de Français qui ont entendu le discours du 17 juin du maréchal Pétain, très peu ont entendu l'appel du 18 juin. Oui, mais très vite, la rumeur, là encore, a couru que ce général étrange avait appelé de Londres, et par conséquent, le 19, le 20, puisqu'il parlait à ce moment-là tous les jours à la radio de Londres, de plus en plus nombreux sont ceux qui se sont portés à l'écoute. Et de proche en proche, la chose s'est sue avec un éclat dont vous savez l'importance historique. Voilà. Alors malheureusement, pour l'histoire, il n'y a aucune trace
de ce discours du 18 juin qui avait pas été enregistré. Certains producteurs un peu naïfs avaient demandé au général de Gaulle de le rejouer. Vous pensez bien qu'il les a, il a balayé cette idée. Alors maintenant, on va voir les radios dans la guerre proprement dite, les trois grandes radios, BBC, Radio Paris et Radio Nationale, Radio Vichy. Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Ici, dans cette ville de Londres, que Herr Hitler prétend réduire en cendres, nous continuons à lutter de pied ferme pour amener ainsi le triomphe de la cause qui nous a fait ensemble tirer l'épée. Allons, bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra. 1940. Paris est allemand et la radio également. Radio Paris, qui émet à partir de juillet, est sous le contrôle direct de l'occupant, tandis qu'à Vichy, la radio nationale à longueur d'antenne tresse des couronnes au maréchal. Je veux leur dire, nous qui voyons chaque instant Pétain, le chef légitime de tous les Français, nous l'aimons, nous l'admirons et nous savons qu'il sauvera la patrie. Hier, je le regardais au sortir de son cabinet de travail, alors qu'il allait prendre un peu d'air et de soleil sur les quais de l'Allier, où son passage suscite toujours cette émotion, vous savez, qui fait monter les larmes. Mes chers amis, la France célèbre dans l'épreuve et la tristesse un Noël de guerre. Écoutez un homme qui n'est là que pour vous et qui vous aime comme un père. Noël d'une France malheureuse, Noël des séparés, mais Noël de toujours, Noël d'espérance, Noël, Noël, Noël. À Paris, on affiche la couleur sans nuance. Les hordes bolcheviques sont maintenues à l'est. Les brèches ont été colmatées. À l'ouest, le rempart de l'Atlantique est là, garant de la sécurité de l'Europe. Entre deux vociférations des ultras de la collaboration, les programmes alignent le tout Paris du spectacle. Le magazine de Radio Paris, Les Ondes, présente des artistes de renom qui se partagent le micro avec deux ténors en chemise brune, forts en anathème, Philippe Henriot et Jean-Hérold de Paquis. Ceci ne fait en somme que confirmer l'opinion générale lorsqu'elle assure que l'Angleterre, comme Carthage, sera exactement détruite. Vous allez entendre Monsieur Philippe Henriot. Vous n'avez donc pas compris que cette radio anglaise en français, c'est une entreprise montée par des fripouilles à l'usage des imbéciles. De l'autre côté de la Manche, la réplique est vite trouvée. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. À Londres, la BBC met sur pied dès juillet 40 une émission quotidienne d'une demi-heure, diffusée chaque soir à 8h15. Les Français parlent aux Français, où se distinguent Jacques Duchesne, Jean Oberlé. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Jacques Duchesne. Aujourd'hui, 929e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Le patron, tout à coup, dit à très haute voix en appuyant sur sa barre, quand on pense qu'un jour on ira comme ça, et puis ça sera pour de bon, pour le débarquement. À cette idée, ses yeux rougis par la veille et par le sel, lançaient un regard rempli de bonheur. Et c'est pourtant vrai, un jour on ira comme ça, et ce sera pour de bon. Au revoir, mes amis. Voici maintenant notre courrier de France, qui vous est présenté, comme tous les vendredis, par Jacques Borel. En outre, chaque soir, pendant 5 minutes, la France libre a son émission « Honneur et patrie » où s'illustre Maurice Schumann. En 4 ans, il parlera plus de 1000 fois. Le porte-parole de la France combattante vous parle. Qu'il nous soit permis de vous crier, plus fort que jamais, l'espérance doit l'emporter sur l'impatience et la certitude prévaloir sur la douleur. Difficile d'apprécier dans ces 2 premières années de guerre l'impact de la BBC. Le 1er janvier 1941, De Gaulle lance la consigne de déserter les rues pendant 1 heure. Le mot d'ordre est peu suivi, sauf en Bretagne. Mais l'interdiction par les autorités allemandes d'écouter la BBC montre qu'elles craignent les voix d'outre-Manche. Lorsque Radio Paris répond en rime à la BBC, la preuve est faite de l'audience des Français de Londres. Au jardin d'Angleterre, les bobards sont fleuris,
Tous les menteurs du monde parlent à la BBC. Au gré de ces ondes, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Au gré de ces ondes, qu'il fait bon mentir. Il court, le Laval, il voyage pour l'ennemi. Il a passé par Paris, prendre le mot d'ordre des nazis. Le v'là qui retourne à Vichy, puis il repart pour Paris. Il court, le Laval, en chemin de fer et en auto. Mais tout ça va finir mal, espérons que ça sera bientôt. Jean-Noël Jeannet, c'est quand même très émouvant d'entendre Churchill parler en français et dire « dormez bien, mais l'aube reviendra un jour ». Oui, c'est pour ça qu'il faut faire l'histoire de la radio. Parce que la radio, dans ses archives, nous fournit une sorte de fraîcheur dans l'évocation des moments qui parfois s'est échappé des pages de l'écrit. On voit bien dans ce film que pour De Gaulle, pour la France libre, la radio devient très vite un instrument absolument capital. On ne peut pas... Faites l'exercice inverse. Tâchez d'imaginer De Gaulle et le gaullisme sans radio. Sans radio, ça paraît tout à fait impossible. Naturellement, il y a eu le rôle d'information sur l'existence du mouvement, sur ses intentions, sur l'évolution de la politique, c'est essentiel. Mais c'est davantage. De certaine façon, la radio, du général micro, puisque c'est comme ça souvent qu'on appelle De Gaulle à ce moment-là, la radio, elle lui permet de pallier les inconvénients de son exil, de son immigration, de répondre à ceux qui disent « vous avez emporté la patrie à la semelle de vos souliers ». Il répond non. Vous savez, comme Sertorius dans Corneille, Rome n'est plus dans Rome, elle est tout où je suis. La France est où est De Gaulle, et il peut l'affirmer parce que de là où il est, c'est-à-dire de Londres, il peut, grâce au micro, grâce aux ondes, parler à la France entière. Et cela est essentiel. D'une certaine façon, on peut dire que la France libre s'est inventée en cours de route aussi par la radio. Elle s'est donnée à elle-même sa constitution, sa structure. La parole n'est pas seulement à la radio une traduction de ce qu'est la France libre, elle est aussi une façon de l'aider à se définir comme elle est en termes historiques, comme efficace, comme essentielle, comme symboliquement et pratiquement décisive. Et qu'est-ce qu'elle apporte aux Français, les Français qui de plus en plus nombreux vont écouter cette radio? Ça cristallise l'esprit de la résistance, ça montre qu'elle existe. C'est le premier degré, au fond, de la résistance, que d'écouter la radio, puisque c'est interdit, puisque tous les régimes totalitaires ont toujours eu la tentation de confisquer les postes de radio. Ça a été vrai en Russie, ça a été vrai en Allemagne, ça a été vrai dans les départements côtiers sous l'occupation allemande. C'est bien parce qu'on a le sentiment que la radio est dangereuse puisqu'elle est une fenêtre vers la liberté. Et beaucoup de témoignages de l'époque montrent comment le simple fait de se mettre à l'écoute de la BBC est déjà un début, c'est pas le plus grand courage, mais un début d'adhésion à l'acte de résistance. Et par là, c'est historiquement fondamental. Il y a plus ceci peut-être parce que la radio de Londres, la BBC et les émissions qui sont faites en français apportent des nouvelles et souvent des nouvelles qui sont la vérité. Oui, alors ça c'est un choix. C'est très intéressant de voir en effet qu'il y a deux écoles. Il y a l'école des pays totalitaires et l'école des démocraties. Du côté des pays totalitaires, c'est clair, mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. Et la petite disciple sordide de Hitler qu'est Radio Paris pratique exactement cela. En face, il y a les démocraties qui ont confiance dans les vertus de la vérité. Très clairement, la BBC a souhaité et a choisi de ne pas dissimuler. Pendant tout le début de la guerre, c'est quand même plutôt des mauvaises nouvelles. Tant en anglais qu'en français. En français, les Duchesne et les autres, ils n'ont pas caché les mauvaises nouvelles. Moscou sur le point de tomber, Singapour prise. Les mauvais moments de la guerre sont dits. Et du coup, naturellement... Ça donne un crédit formidable. Et ça a été le même choix qui a été le choix de Roosevelt, qui, avant l'entrée des Américains dans la guerre, ne s'occupait pas directement d'une radio nationale. Il utilisait les radios commerciales pour ses causeries au coin du feu. Mais dès que la guerre a éclaté, alors on fait, aux États-Unis, avec l'efficacité rapide qu'on connaît en temps de guerre aux Américains, on fait de la radio un instrument et on choisit de le prendre comme un instrument de vérité. Au total, finalement, je crois que c'est la vérité qui a gagné. Tant mieux. Alors, question, évidemment, qui écouter? Est-ce qu'on peut mesurer l'influence, l'audience en 41, 42 de la radio de Londres? Par exemple, quand De Gaulle donne sa consigne des V, la campagne des V, c'est suivi, c'est écouté? Naturellement, on n'a pas les moyens médiamétriques d'aujourd'hui de savoir qui écoutait. Il n'y a pas d'audimat. Il n'y a pas d'audimat. Faut-il s'en féliciter? Je vous en laisse juge. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a des signes. D'abord, il y a un courrier très abondant qui réussit à passer la censure postale et à arriver à Londres. Et puis, en effet, de temps en temps, il y a une campagne de ce type. De Gaulle ou les siens disent aux Français, par exemple, à telle date, de telle heure à telle heure, vous ne sortirez pas dans les rues. Vous ferez ville morte. Ça a marché d'une certaine façon, notamment du côté de la Bretagne, je crois que vous l'évoquez dans le film. Voilà. D'autre part, effectivement, la campagne des V a fonctionné. C'est une idée qui est venue en partie de Belgique.
Vous aviez déjà entendu les collaborateurs notoires, par exemple Jean-Hérold Paqui, là, on l'entend dans sa célèbre formule, l'Angleterre comme Carthage sera détruite, c'est assez saisissant quand même. Oui, ça supposait d'ailleurs une bonne culture classique de la part des auditeurs, mais c'est très saisissant. Henriot, on l'avait plus souvent entendu et on avait pu se rendre compte effectivement d'une certaine efficacité de cette redoutable éloquence. Alors on va voir qu'à partir de 1942, c'est une véritable guerre qui se déroule dans les ondes sur 3 thèmes essentiels. C'est une campagne d'opinion entre la BBC, les Français de Londres et Radio Paris sur le thème des bombardements, sur le thème du travail en Allemagne et sur le thème de la résistance et des maquis. La radio devient encore plus à ce moment-là une arme de guerre au sens propre. Exactement. Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, V, 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 V. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Patience, nous arrivons. Léonie, nous allons retrouver nos beefsteaks frites. Ici, Londres. Amis français, notre émission est terminée. Vous étiez toute seule, non? Votre mari était avec vous? Non, j'étais toute seule avec mon gosse, on allait se coucher. C'est votre petit qui est là? Quel âge as-tu? 9 ans. 9 ans. Tu as eu peur, non? Non, pas trop, hein? C'est bien, ça t'a découragé. Monsieur Philippe Henriot vous parle. Dans la nuit, dans la lumière grise d'une aube de désespoir, dans le plein jour qui rend plus bouleversant encore un spectacle d'horreur, je n'ai pas besoin qu'on me dicte les mots déchirants qui me viennent aux lèvres. Et songeant à ceux qui se sont laissés si longtemps abuser, aux Français qui acceptaient d'un cœur léger la destruction de votre pays et les déchirements de la guerre civile, attendez encore un peu. Il vous faudra sans doute demain plus de voiles de deuil que de drapeaux, et plus de fleurs pour les tombes que de bouquets pour les vainqueurs. Les habitants de Calais, les habitants de Boulogne-sur-Mer, ceux du Havre ou de Brest, ceux de Saint-Nazaire ou de Lorient, ceux d'autres villes de France encore m'écoutent en ce moment. Ils ont tous payé le tribut du sang à cette nouvelle forme de guerre dans laquelle la France se trouve prise. Dans cette accumulation de souffrances, il faut que nous continuions à voir clair. Il ne faut pas que les sentiments les plus légitimes obscurcissent pour nous le but final. Début 1942, 1 600 000 Français sont prisonniers en Allemagne. Radio Paris crée une émission à leur intention. Allô, le Stalag, la France te parle. Mon petit Jeannot, mon petit Jean-Pierre, si t'es là-bas à l'écoute, sois courageux, mon petit gars, sois bien vaillant comme tu l'es. J'espère que le grand air, les vignes, la culture, la charrue te font beaucoup de bien. Reviens-nous bien gaillard. L'Allemagne a besoin de main-d'œuvre. Laval propose d'échanger des travailleurs français contre des prisonniers. C'est la relève. Laval est ministre, nommé par les Allemands, pour faire leurs affaires et la traite des Blancs. Pour faire leurs affaires et la traite des Blancs, il veut tous qu'on s'en aille là-bas chez les Allemands. En Allemagne, ne va pas en Allemagne. Les Français demeurent assez obstinément ancrés dans leur mauvaise foi pour aller demander aux menteurs salariés des radios anglo-américaines ce qu'ils refusent de demander aux paysans qui rentrent de captivité ou à l'ouvrier qui revient des usines allemandes. Pendant que les captifs d'hier bénissent le nom du président Laval, les Juifs de Londres ou de New York le couvrent à leur radio d'injures et d'infamies. Malgré le zèle de Laval, les volontaires ne se bousculent pas pour aller travailler en Allemagne. Le 16 février 1943, on crée le STO, Service du travail obligatoire. Comme son nom l'indique, il ne s'agit plus de volontaires. Il en est jusqu'à ce jour qui se sont dérobés à leurs devoirs. Il en est d'autres qui seront tentés d'imiter leur exemple. Et des mesures rigoureuses seront prises, même contre leurs familles ou des tiers. Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne.
Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. La résistance organise les réfractaires au STO qui viennent gonfler les maquis. Par ses slogans et ses chansons, la BBC indique le chemin de la révolte. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage. Honneur et patrie. Allô, allô, maquis de la Haute-Savoie. La mobilité dans les maquis est un élément essentiel de la lutte. Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui communiste a fait un long voyage. Nous, nationalistes, nous disons aux Français qui ne sont et ne veulent être ni Allemands, ni Anglais, ni Américains, ni Russes, ni vaincus, ni idiots. Nous disons que la guerre commence aujourd'hui contre l'ennemi du dedans et qu'elle se fera en armes, côte à côte avec ceux de la Wehrmacht. C'est de Torrance, Haute-Savoie que je vous parle ce matin. Les camions embarquent par fournée les fameux résistants. Je les ai vus, Français et étrangers mêlés, armées secrètes et FTP confondus. Je les ai vus arriver sans armes. Car le trait dominant de cette capitulation, c'est que tous ces hommes ont été lâchés par leur chef au premier assaut mené contre eux, et qu'eux-mêmes ont lâché leurs armes pour fuir plus vite. La silhouette d'un oiseau de malheur, une poubelle à la place du cœur, l'air d'un macabé amateur et d'un arsouille, la bouche en forme d'entonnoir, de plein barbe comme écoutoir, il n'est pas très joli à voir. Henriot la trouille. Alors, Jean-Noël Jeannet, on voit quand même un phénomène amusant, c'est que les deux radios qui s'opposent utilisent la chanson, la chansonnette, pour faire de la politique. Oui, l'esprit chansonnier était déjà très présent à la radio avant la guerre, et il est là. Mais au-delà, je dirais qu'il faut être très attentif à ce qu'on va appeler le non-politique de la politique. C'est-à-dire l'usage qui est fait par les deux radios d'en face de toutes sortes de types de radios qu'on invente, d'émissions qui permettent de parler des choses graves sur un mode badin. Là, on a l'impression qu'il n'y a que des éditoriaux politiques, que des discours. Et en fait, il y a des programmes qui ne sont pas du tout politiques, qui passent. Vous avez bien fait de restituer ces refrains, car dans la mémoire des contemporains aussi, ils ont une grande place. Alors, quelle est l'efficacité des consignes ou des mots d'ordre que donne la radio de Londres, par exemple le refus du STO? Est-ce qu'on peut mesurer si c'est suivi, si la radio à ce moment-là joue vraiment un rôle déterminant? Tous les témoignages montrent qu'en effet, la radio a joué à cet égard, par les mots d'ordre qu'elle transmettait, un rôle essentiel dans la prise de conscience de la possibilité de refuser le STO, le service du travail obligatoire, et par conséquent dans la constitution des maquis. Dans la deuxième partie de la guerre, la radio n'est plus seulement une source d'information, elle n'est plus seulement une occasion de rassemblement, un symbole d'unité, un début de résistance. Elle devient vraiment, puissamment, un instrument pour résister au sens propre, c'est-à-dire pour lutter contre l'ennemi, pour prendre le maquis, en attendant les sabotages. En 1943-1944, que la radio devient un acteur direct, que donne les consignes, donne les messages. Les messages, bien sûr, tout l'ensemble des messages cryptés que nous connaissons tous. Donc c'est une nouvelle fonction qui se précise à mesure que la guerre avance. Et puis alors il y a un personnage qui émerge vraiment, c'est Philippe Henriot, qu'on a entendu encore là, et qui devient la voix vraiment de la collaboration, et puis une voix qui est tellement importante qu'on se répond de radio à radio, et Schumann répond à Henriot. Maurice Schumann a été une grande voix, Bien sûr. Et ce dialogue, en effet, à un moment donné, a incarné deux visions de la France d'une façon tout à fait frappante. Et c'est parce que Henriot était incontestablement efficace dans son éloquence particulière qu'on l'a tué. On va le voir maintenant d'ailleurs, c'est le débarquement et la mort de Philippe Henriot. Nous sommes menacés encore d'une invasion de la France. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? C'est encore un sujet d'inquiétude et un point d'interrogation qu'on se pose. Combien de temps tout cela va-t-il durer? Enfin...
6 semaines après cet étonnant discours, le 5 juin 1944 à 21h15, 200 messages sont lancés sur les ondes de la BBC. Ils indiquent aux responsables des réseaux de résistance que le jour J est arrivé. Les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin un débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. La progression des Alliés accélère la décomposition de la collaboration. Mais derrière son micro, Philippe Henriot, imperturbable, continue. Quand on regarde les premières photos des villes normandes et qu'on voit ce qui en reste, on se demande si les histoires du conquérant de Bayeux et ses processions triomphales dans les rues encombrées d'une foule qui lui jette des fleurs et brandit des drapeaux n'ont pas été inventées à l'usage d'un peuple de gâteux. Ah, ça ira, les collaborateurs à la lanterne. Ah, ça ira, les collaborateurs, on les prendra. Le 28 juin 1944, un commando de la résistance, déguisé en milicien, l'exécute. Vous êtes venus comme tous les jours, à la même heure, pour entendre la voix de Philippe Henriot. Vous ne l'entendrez plus. Il a été abattu à coups de revolver, sous les yeux même de sa femme. Je ne répondrai plus. S'il y a du sang entre nous, c'est vous qui l'avez versé. Je vous ai fait trop d'honneur, mais je vous méprise trop pour avoir encore quelque chose à vous dire. Août 1944, c'est l'insurrection de Paris. En pleine bataille, Jean Guignebert et Pierre Schaeffer réussissent à émettre d'un studio rue de l'Université. Pour la première fois depuis 4 ans, la voix de la France libre vient de France. Mes chers amis, il y a 4 ans, il y a plus de 4 ans que je suis venu pour la dernière fois devant le microphone. Vous mesurez, j'en suis sûr, l'immense joie que j'éprouve à vous retrouver tous. Je sais avec quelle colère vous avez entendu des hommes traîtres à leur patrie se faire les porte-paroles serviles de la propagande hitlérienne. Ces hommes ont pris la fuite. Ils sont partis dans les fourgons de l'ennemi, mais nous les retrouverons. Nous les jugerons et nous les châtierons pour leurs crimes. J'ai vu 2 blindés et pendant peut-être une seconde, un centime de saut s'est cru parce que j'en avais l'habitude que c'était des blindés allemands et la chose était tellement belle encore que je pouvais l'imaginer. Mais non, c'était 2 blindés de la division Leclerc, avant-garde de l'armée de la Libération. Le général Leclerc est maintenant rentré à la préfecture. Mon général, puis-je vous demander quelques mots pour la radio de la nation française? Non, ça exprimera trop mal les sentiments. En conséquence, je préfère pas. Je vais demander aux Parisiens de vous parler eux-mêmes et vous dire ce qu'ils en pensent. Bravo, ok. Oh, nous sommes tellement contents, very happy. Et vous, monsieur, dites-nous quelque chose. Je suis très émotionné de voir toute cette belle armée qui nous fait réellement notre joie à tous. Et je crie vive la France et vive les Au cours de leur débâcle, les Allemands détruisent les émetteurs. Fin août 1944, il ne reste que 7% du réseau national en service. La guerre n'est pas encore finie, mais déjà des chansons. J'ai changé ma voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip, 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 hurrah. Et dans l'armée Leclerc, je chanterai cet air plein d'espoir. De voir la victoire. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Cette phrase que vous avez tant entendue, cette soirée passée, vous ne l'entendrez plus. Elle disparaît, comme d'autres phrases ont disparu, chaque fois que, au cours de la glorieuse épreuve, nous franchissions une étape. Jean-Noël Jeannet, cette interview, enfin cette déclaration du général Leclerc en pleine libération de Paris, c'est assez extraordinaire comme document. Ce refus du lyrisme est en effet beaucoup plus évocateur que beaucoup de propos claironnants. Et une fois de plus, nous redit à quel point la radio nous restitue un instant avec une force qu'aucun autre témoignage souvent ne possède. Alors qu'est-ce qui se passe à la Libération, puisque la radio recommence, il y a de nouvelles équipes, quel est l'héritage de ces années de guerre finalement? En France, l'héritage est important, car les dirigeants ont découvert l'importance du média neuf de la radio. Et même ils ont tendance, puisqu'ils ont gagné, à en exagérer le poids. De telle sorte que la Nouvelle République, la 4e République, va d'emblée s'efforcer de mettre la main sur l'ensemble du système radiophonique. Avant la guerre, dans les années 20 et surtout dans les années 30, nous avions un double secteur, un peu comme aujourd'hui, un secteur privé et un secteur public, avec les avantages, je crois, de cette diversité. À partir de 1944,
le gouvernement met pesamment la main sur la radio. Et en dehors de Radio Luxembourg, d'Europe 1 un peu plus tard, l'essentiel des ondes appartient à la radio publique. C'est un lien direct avec la guerre. Parce que l'efficacité de la radio comme instrument guerrier paraît à beaucoup pouvoir être transposée en période de paix comme instrument politique. Et alors c'est une tentation à laquelle peu échappent les gouvernements successifs. Tous les partis étaient d'accord là-dessus? Ostracisent. Non, naturellement, quand ils étaient dans l'opposition, ils étaient contre. Quand ça a été la 4e République, on ne donnait pas la parole au général de Gaulle. Quand ça a été la 5e République, au moins jusqu'en 1965, les opposants à cette 5e étaient à peu près laissés de côté. Il a fallu attendre les années 80 pour qu'on en revienne à une situation digne d'une nation démocratique avancée. Alors, pardon, la guerre froide a succédé à la guerre chaude dans les années 50, c'était le rapport Est-Ouest. Alors la guerre des ondes a continué, mais alors sous une autre forme. Ça, c'est le point de vue international. C'est vrai qu'elle a continué, c'est vrai qu'elle a joué un rôle essentiel pendant toute cette période d'affrontement entre les deux blocs. Et qu'il y a eu une escalade du côté démocratique comme du côté soviétique. On a dépensé beaucoup d'argent, à la fois du point de vue du glaive et du point de vue du bouclier, à la fois pour émettre et pour se protéger, pour brouiller. On s'imaginait encore là que les radios avaient une importance considérable et qu'il fallait parler... Elle a été importante, cette radio, en particulier pour l'ensemble des pays, des démocraties populaires, qui n'avaient pas accès à ce moment-là à d'autres sources d'information que cette radio, Voice of America, Radio Free Europe, etc. On voit des images de l'insurrection de 1953 à Berlin. Mais en même temps, à Berlin et surtout à l'occasion de Budapest, la révolte de Budapest, qui avait été en partie suscitée par... les appels au refus du régime communiste qui venaient des radios américaines, cet événement qui a abouti à ce que la révolte soit écrasée sans que naturellement les alliés, les pays occidentaux viennent aider les insurgents, cela a amené sûrement un changement de ton dans les radios internationales. Une fois de plus, d'ailleurs, on retrouve le débat. Ça m'a frappé quand j'étais en charge de Radio France Internationale dans les années 80, de voir qu'il y avait deux doctrines. Celle de la propagande, une fois de plus, et celle de la vérité. La France avait choisi délibérément le camp de la vérité, persuadée qu'on parlait plus efficacement lorsqu'on savait, dans certains cas, ne pas taire ce qui n'allait pas. Est-ce qu'il y a des secteurs dans le monde, des régions où la radio joue encore ce rôle d'arme de guerre, aujourd'hui? Elle peut le jouer lorsqu'il y a des guerres, des affrontements. Elle le joue presque toujours lorsque un système vient pesamment s'affaisser, s'installer. Elle le joue lorsque un système vient pesamment interdire la liberté d'expression, et du même coup, la radio prend tout son poids politique. Oui, aujourd'hui, il y a la télévision et la guerre des images a remplacé la guerre des ondes. C'est ça qui est très nouveau et très récent. Jusqu'ici, pendant plusieurs décennies, seules les ondes, les antennes, la radio, permettaient de passer les frontières. On ne pouvait voir les télévisions libres lorsqu'on était dans un pays opprimé que dans les régions frontalières, et encore de façon difficile. Depuis les satellites, évidemment, les choses ont changé, et nous savons que nous sommes à cet égard, n'abusons pas du mot, mais il y a un peu de vrai, dans un village planétaire du point de vue des médias. Mais ça, c'est une autre histoire. Une autre émission, peut-être. Journal Jeannet, à la fin de cette émission, on va regarder un certain nombre de livres qui nous ont servi pour préparer cette émission. Et pour les chercheurs, les étudiants, les lycéens et puis tous ceux que ça intéresse, on va donner un certain nombre d'indications. Je commence par le livre que vous avez consacré à Georges Mandel, parce que Georges Mandel a joué un rôle important dans la radio. Oui, Georges Mandel a été le premier grand ministre de l'information. Il était ministre des PTT, mais le grand ministre de la radio. Et notamment, c'est lui qui a pris des initiatives importantes pour émettre en ondes courtes en direction du nazisme, en direction du Troisième Reich. Il a fondé des émissions avec des gens comme Berthaud, Copeau. C'est un grand homme de la radio. Alors, Georges Mandel, édition du Seuil. Je rappelle, vous avez publié Concordance des temps, l'actualité du passé. Il y a un micro, vous avez vu, sur la couverture. Ben oui, c'est pour ça que je le montre. Donc, et dedans, il y a un article sur Stavisky et la radio, le rôle de la radio dans l'affaire Stavisky. C'est une série de réflexions, en effet, notamment à propos des médias, sur les rebonds de l'actualité. Ce qui est répété, ce qui est différent, c'est le travail même de l'histoire. Voilà, alors ce qui est frappant, c'est que sur l'émission qu'on a fait ce soir, finalement, il y a peu de livres. L'historiographie est en retard encore, en dépit de travaux récents. C'est vrai que nous n'avons pas l'équivalent, par exemple, du grand livre d'Asa Briggs sur la BBC en anglais. J'espère que
la nouvelle génération de chercheurs va aboutir à un résultat semblable dans les années qui viennent. Alors il y a cet ouvrage qui nous a beaucoup servi, La guerre des ondes, c'est l'histoire des radios de langue française pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est publié par la communauté des radios publiques de langue française. Je ne suis pas sûr qu'on le trouve facilement dans le public. Il a été préparé par Hélène Eck en particulier, et le chapitre concernant la France est dû à Hélène Eck et à Jean-Louis Crémieux-Briac, mais il y a aussi des chapitres sur la Belgique, le Canada, la Suisse, qui nous évite d'être trop gallocentriques. Voilà, c'est peut-être l'ouvrage qui est le plus utile pour suivre ce qu'on a vu ce soir. Et une iconographie importante aussi. Voilà. Il y a cet ouvrage qui s'appelle aussi La guerre des ondes, paru chez Plomb, de Jacques Parrot, de Goebbels à Kadhafi. Vous l'avez lu? Oui, j'ai lu, assez anecdotique, mais enfin avec des éléments d'information utiles. Bon, pour ceux que ça intéresse. Et puis alors, l'ouvrage, je crois que c'est le seul qui existe, sur une histoire de la radio et de la télévision de Pierre Miquel. Déjà un peu ancien, Déjà un peu ancien, mais utile également. Utile comment, votre avis d'historien? Parce qu'il permet d'avoir une vision de l'ensemble du sujet. Enfin, il ne tient pas encore la place que devrait avoir une grande œuvre en plusieurs volumes collective que d'un jour ou l'autre nous mettrons en chantier. Ça va venir. Sur l'an 40, alors là, c'est pas spécifiquement sur la radio, sur la guerre des ondes, mais c'est un livre absolument indispensable. Je crois Jean-Louis Crémieux-Briac. C'est un maître livre, oui, je suis content de l'honorer aujourd'hui. La guerre, oui ou non, c'est le premier volume des Français de l'an 40. Il y a 2 volumes, et notamment, il y a beaucoup de choses très neuves sur la politique de l'information du gouvernement Daladier, de la période de la drôle de guerre. C'est tout à fait remarquable. C'est paru chez Gallimard il y a 3 ou 4 ans. Il y a un certain nombre d'ouvrages, et je passe rapidement dessus, mais pour ceux que ça intéresse, je signale quand même qu'à la Bibliothèque d'histoire de Nanterre, il y a les mémoires de Jean-Hérold Paqui, qu'on a entendu tout à l'heure. La BDIC, la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine. Oui, absolument. Paroles en l'air aussi, de Jean-Hérold Paqui, sont les discours qu'il prononçait à Radio Paris. Et puis il y a le recueil des éditoriaux de Philippe Henriot, qu'il a prononcé en 1944. Le Philippe Henriot dont on entendait la voix tout à l'heure. Là, on peut le retrouver par l'écrit, encore une fois, pour ceux que ça peut intéresser. Et puis enfin, je termine par là, il y a ces 5 volumes publiés par la documentation française, ici Londres. C'est également à l'initiative de Jean-Louis Crémieux-Briac quand il était responsable de la documentation française. Et ce sont les textes, en effet, des textes, parmi d'autres, qui ont été prononcés au micro. C'est très très important. Ça permet d'aller au-delà de la simple mémoire, au-delà de ce qu'on répète toujours, et d'aller vraiment scolter avec la réalité de ce qui a été dit, pensé, exprimé. C'est un instrument de travail fondamental. Voilà, on retrouve tous les textes donc, prononcés au micro de Radio Londres pendant la guerre. Un certain nombre d'entre eux, enfin, il y en a plusieurs centaines. Je voudrais enfin signaler, si vous me le permettez, les cahiers d'histoire de la radiodiffusion, qui, sous une apparence modeste, sont une contribution très utile à cette histoire. C'est publié par le comité d'histoire de la radiodiffusion, et on peut se les procurer notamment à Radio France. Voilà. Merci Jean-Noël Jeannet. Merci à vous. La guerre des ondes vient de s'achever, Patrick, et la semaine prochaine, changement de registre, changement de période, puisque nous allons évoquer, à l'occasion du 70e anniversaire de sa disparition, le destin de Lénine, destin posthume. Oui, il est possible, peut-être même probable, qu'à l'occasion de ce 70e anniversaire, les autorités russes enlèvent le corps de Lénine du mausolée où il est donc depuis 70 ans. Et on en profite, nous, dans les brûlures de l'histoire, pour retracer effectivement le rôle de Lénine dans les premières années de la Révolution et sa responsabilité dans la terreur. Alors on va le faire avec un historien qui s'appelle Nicolas Werth, qui a beaucoup travaillé à Moscou depuis des années. Qui vient juste d'en arriver. Oui, qui revient de Moscou, qui parle russe, qui a travaillé sur les archives russes, et notamment les archives de la Tchéka. Et donc il y aura beaucoup de choses à nous apprendre. Et puis j'ajoute qu'il y a des documents absolument étonnants, des documents formidables, des charges de cavalerie pendant la guerre civile qu'on va voir dans cette émission, des documents très très beaux. À la semaine prochaine, donc, pour ce numéro sur Lénine.